Bon après-midi tout le monde. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Yes, nickel. Ok. Ok, dites-moi, on a reçu des directives très précises sur les micros pour que bien vous nous entendez. Si jamais on oublie en cours de route, faites-nous un signe, un petit au secours et on prendra les bons réflexes. Bon après-midi, merci à tous de nous rejoindre pour cette conférence. Merci à nos 3 super intervenants aussi sur cette thématique. On va parler comment accélérer la croissance de ces restaurants, comment se structurer, quand se structurer, les pièges à éviter, les erreurs à éviter, et comment penser franchise aussi. Et du coup, peut-être avant de passer à la présentation, par curiosité, j'aimerais bien, je sais qu'on est après digestion ou en cours de digestion, mais j'aimerais bien savoir qui est restaurateur dans la salle, si vous pouvez lever la main. Ok, cool, ok, il y a du monde, c'est cool. Qui est franchisé aujourd'hui? Ah oui, ok. Qui se pose des questions sur la franchise aujourd'hui? Ok, ok, bah nickel, vous êtes à la bonne conférence, c'était là qu'il fallait venir. Et peut-être un peu plus niche, qui pense ou est en cours ou a déjà lancé son réseau de franchisés? Non? Ok, bon, très bien. Ok, ben on va parler de tous ces sujets aujourd'hui et j'ai la chance d'être accompagnée par 3 experts. J'ai Brice, du coup, qui est CEO et fondateur de Impulse. Bonjour à tous, Merci de joindre à nous. Est-ce que ton micro marche? je pense. Est-ce qu'il C'est bon. marche? Il fonctionne? On Ah, entend bien super. Brice? Ok, nickel, merci. D'accord, j'ai le bon angle. Nickel. Est-ce que tu peux très rapidement expliquer ce que fait Impulse pour les... Peut-être, qui connaît Impulse dans la salle? Ok. Ça fait pas beaucoup. Ouais, mais Euh, du coup, vas-y, fais ta petite intro, explique ce que vous faites. du coup, Brice, moi je suis cofondateur et CEO d'Impulse. Que fait Impulse? Impulse, c'est une solution à destination des chaînes de restaurants qui leur permet de bien gérer leur stock et d'améliorer leur coût matière. Donc très concrètement, sur le point de vente, on va pouvoir automatiser la commande, gérer ses inventaires de façon extrêmement efficace et rapide. Et au siège, on va pouvoir contrôler ces indicateurs clés d'activité comme sa marge brute en temps réel. On travaille avec plus de 200 chaînes de restaurants et de très nombreuses franchises et on équipe plus de 2000 points de vente. Et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler des réseaux de franchise. Ok, merci beaucoup, Brice. Du coup, on a Benjamin également qui est là avec nous. Bonjour à tous et toutes. Benjamin, tu es COO de Nobinobi, un super concept de street food. Est-ce que tu peux, du coup, très rapidement aussi présenter le concept de Nobinobi et peut-être plus particulièrement là où vous en êtes de votre stade de croissance aujourd'hui? Alors moi, donc chez Nominobi, donc effectivement en français traduction, je suis un peu le couteau suisse. C'est-à-dire que je m'occupe également du développement de l'enseigne donc depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est une chaîne de street food japonaise qui a été créée du coup à Bordeaux en 2014, qui a 10 ans donc cette année, qui s'est développée surtout en succursale dans la région de Bordeaux jusqu'en 2020. Et ensuite, au vu des demandes qu'on avait sur l'enseigne, donc le fondateur à l'époque a accepté 2 franchisés sur Paris et Marseille. Et c'est vrai que ce n'était pas sa volonté première de se développer. Et arrivé un moment, il a fallu prendre un tournant et se décider si effectivement l'enseigne devait se développer, d'où mon arrivée il y a un peu plus d'1 an avec un nouvel actionnaire pour justement accélérer le développement de l'enseigne, la structurer surtout, c'était un petit peu artisanal, une vision très succursale et du coup la transformer un peu en vision franchiseur pour aujourd'hui un parc qui a doublé depuis début 2023. Donc de 6, on est passé à 13 aujourd'hui, avec 3 projets en cours d'ouverture qui vont se faire sous 4 à 6 semaines, et un développement qui va s'accélérer d'ici la fin de l'année. Ok, merci Benjamin. Arthur, last but not least, tu es responsable des projets digitaux chez Otakos. Je pense que Otakos n'est plus à présenter, que ce soit en France ou à l'international. Mais du coup, je veux bien savoir un peu plus sur ton poste et sur les gros challenges de l'année pour Otakos. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Donc moi, je suis chez Otakos depuis 6 ans. Donc on est passé en l'espace d'une petite dizaine d'années de 0 à 370 restaurants. Donc ça a été très spectaculaire.
Et le besoin a été fait il y a quelques années de créer un département pour structurer justement tout notre réseau de franchise. On est un business model à 99% de franchisés. Donc les standards de marque sont essentiels pour nous. On s'en remet à nos franchisés pour bien partager les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'il a fallu structurer et créer un département qui a pour objectif de structurer tout ce qui est lié à des projets complexes de digitalisation, de standards de marque, de qualité, de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, que vous alliez à Brest, à Nouméa, où on ouvre cette semaine, ou au Maroc, où on va ouvrir la semaine prochaine, vous avez la même qualité de tacos et la même façon de faire. Et nous, notre positionnement, c'est sur le quantité-prix, qu'on retrouve également évidemment dans nos assiettes. Et le besoin s'est fait sentir très rapidement au niveau du siège de reprendre la main, le contrôle sur tout ce qui se faisait. On ne gère pas 10 restaurants comme 370 restaurants. Donc c'est pour ça que nos prestataires sont essentiels pour travailler avec nous. Et on prend un soin particulier à les sélectionner et à les challenger. Ok, merci beaucoup. Alors, il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la session. On va se prendre 30 minutes vraiment où moi j'ai plein de questions pour vous. Et ensuite, n'hésitez pas à les préparer déjà. On fera passer des micros du coup dans le public. Et je vais peut-être finir par présenter rapidement Combo. Est-ce que dans la salle déjà il y a du monde qui nous connaît? Peut-être qui nous utilise? Ah ouais. Ouais, il y a battle entre Impulse et Combo là. Du coup, très rapidement, Combo, c'est une solution de planning et de gestion d'équipe, vraiment spécialisée dans la restauration et tout ce qui est gestion d'équipe terrain. Aujourd'hui, alors on a été lancé par un ancien restaurateur lui-même, notre fondateur Olivier Séverins, et aujourd'hui on a un peu moins de 10 000 établissements clients en France. Et on accompagne vraiment sur tout ce qui est gestion RH, visibilité terrain, ratio masse salariale, jusqu'à la préparation de la paye en fin de mois. Voilà. Benjamin, j'ai envie de commencer de rebondir sur ce que tu as dit pendant ta présentation. Tu es intervenu à un stade du développement de Nobinobi où, dans tes propres mots, il y avait une gestion un peu artisanale. Du coup, dans ton poste, il y a vraiment cette volonté de structurer l'entreprise pour accompagner la croissance. Quand on est dans ce genre de situation, on commence par quoi? On commence déjà par analyser un peu les outils de gestion qu'on a en place. Donc, en l'occurrence, on travaillait beaucoup avec des tableaux Excel. Donc, à la limite, bon, ça peut marcher sur 1, 2, 3, 4 restaurants. Après, effectivement, nous, notre métier en tant que franchiseur, c'est aussi d'amener des outils pour faciliter le quotidien du franchiseur ensuite. En fait, ce que je dis, ils avaient vraiment une vision très succursale. Donc, on gérait vraiment nos restaurants autour de Bordeaux. L'accompagnement franchisé à l'époque, c'était assez limité. On n'avait que 2 franchisés, qui plus est, qui connaissaient le fondateur. Donc, il y avait une facilité de contact qui était... Voilà, il n'y avait pas vraiment d'exigence de la part des franchisés. Après, l'avantage du concept, c'est qu'il était rodé. Ça, c'était le gros avantage. C'est un concept qui a aujourd'hui 10 ans, comme je l'ai dit. Donc au niveau des process, quelque chose qui est très calé. Maintenant, dans l'analyse, effectivement, que ce soit la gestion coûts, matières premières, productivité, RH, etc., il y avait pas mal de choses à mettre en place. Et ces outils, justement, qu'on a mis en place dès que je suis arrivé, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an, nous ont permis en fait d'avoir une analyse plus fine de ce qu'on faisait au quotidien, quasiment, parce que l'avantage des logiciels, c'est qu'on pilotait au quotidien, et pas attendre des fois 1 an de bilan pour se dire aïe, en marge on n'est pas bon, en démarque on n'est pas bon, en FP on n'est pas bon. Donc c'est vrai que l'avantage de ces outils, c'est qu'ils doivent permettre, et nous on a un rituel avec nos managers dans nos succursales notamment, où tous les soirs, ils nous envoient effectivement leur productivité, leurs pertes, et du coup on a effectivement une action immédiate des fois le lendemain. Si on a une baisse de clients, on a jeté trop, la prod elle est moins bonne parce qu'on n'a pas anticipé le fait qu'il pleuvait et que du coup nous à Bordeaux par exemple Sainte-Catherine quand il pleut on va faire moins 15, moins 20 parce que les gens ne se baladent pas et ça permet en fait de piloter vraiment, je dis pas en instantané parce qu'on peut pas dire à quelqu'un 5 minutes avant rentre chez toi j'ai pas besoin de toi, mais au moins d'anticiper à minima sur ces périodes un peu plus creuses une meilleure productivité. Ok, donc ce que j'entends, c'est les bons outils a priori pour avoir une visibilité sur les chiffres, pour vraiment pouvoir piloter son activité et anticiper aussi. Et du coup, le deuxième point que je retiens de ce que tu as dit, c'est les rituels
Tu disais tous les soirs, du coup, il y a un point avec les gérants? Alors nous, on travaille beaucoup par WhatsApp avec Ok. nos managers. Donc j'ai un superviseur en fait sur Bordeaux qui gère nos 4 succursales. Ok. Où en fait on a des groupes WhatsApp par restaurant et il nous envoie en fait tous les soirs la productivité du restaurant. Et si on voit que pendant effectivement 1-2 jours la prod est moins bonne, le superviseur du coup, attention, l'activité est en baisse, parce qu'en fait on envoie les captures d'écran de combo justement, parce que nous on a une target prod par exemple à 80 € de l'heure. Si pendant 2 jours de suite ils sont à 60, 57, attention, c'est que l'activité elle a baissé, donc s'adapter aussi. Et ça permet en fait aux managers de prendre le réflexe d'adapter un peu leur planning à leur activité. Après, on peut aussi partir sur les heures modulatoires, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça permet d'agir tout de suite sur ce qui fait la rentabilité du restaurant. Ok. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je vois chez nos clients, qu'ils aient un établissement, qu'ils en ont 200 comme certains. C'est vraiment déjà de commencer, de prendre en main la data. Alors, je pense qu'on en reparlera, Brice, parce que c'est un gros sujet chez Impulse aussi. Arthur, côté Autocos, la croissance a été explosive. Quels ont été les milestones, vraiment les moments charnières où vous vous êtes dit, là, il faut qu'on structure, que ce soit par les outils, les rituels, je ne sais pas d'ailleurs par quoi vous avez commencé. En fait, quand on s'est fait racheter il y a 7-8 ans, on avait une dizaine de prestataires, dont certains qui sont ici, je ne donnerai pas les noms, dont on s'est très vite séparés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à nous accompagner, que ce soit au niveau du support, que ce soit au niveau des flots opérationnels, que ce soit au niveau de pas mal de paramètres opérationnels. Et on a fait, il y a vraiment à boire et à manger dans l'univers foodtech. Et ça a beaucoup évolué en 10 ans, mais on s'est d'abord reconcentré sur bien définir notre besoin et ensuite sélectionner très méticuleusement les prestataires avec qui on travaillait. Nous, on les passe tous sur le grill, si je puis dire, les prestataires. Brice en sait quelque chose. On ne donne pas un chèque en blanc à un prestataire. On va tout de suite le faire passer dans ce qu'on appelle, nous, une phase ambassadeur, où on va prendre un échantillon très représentatif avec de très bons franchisés, des moyens et des pas très bons opérationnellement, pour vérifier que l'outil soit adapté aux besoins. Et nous, on les marque aussi à la culotte, c'est-à-dire que toutes les semaines, jusqu'à une phase où on estime de confort, on fait ce qu'on appelle des weekly avec eux pour rectifier ce qui ne va pas. Et c'est au bout de plusieurs mois, quand on est parfaitement sûr de l'outil qui répond à nos besoins, après plusieurs correctifs, qu'on déploie sur le réseau, qu'on met obligatoire en manuel opératoire, contrat de franchise et DIP. Mais c'est tout un process qui nous fait aboutir à une sélection très rigoureuse des franchisés. Et pour répondre à ta question, on s'est aperçu qu'on en avait besoin parce que tout simplement, les KPIs opérationnels, le coût denrée, le coût de masse salariale, beaucoup de KPIs très opérationnels, on n'arrivait pas à les avoir de façon simple en dehors des bilans annuels de fin d'année ou ce genre de choses. Donc on avait besoin de reprendre le contrôle aussi rapidement. Donc c'est via des prestataires qui peuvent nous accompagner et uniquement cela. Donc l'univers foodtech a bien changé en 10 ans et maintenant on est beaucoup plus attentif au niveau des cahiers des charges et de l'accompagnement de nos franchisés dans le support qu'on peut nous proposer parmi les prestataires. Ok, merci beaucoup Arthur, je trouve ça hyper intéressant le côté passer sur le grill ces prestataires et ne pas vraiment bien réfléchir quel est le besoin des équipes, quel est le besoin des franchisés aussi. Brice, toi, ton côté, tu parles avec des entrepreneurs, des restaurateurs tous les jours, qui sont à des degrés de croissance différents. Est-ce qu'il y a vraiment un point où tu dis, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place un outil comme Impulse, qu'on passe vraiment à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a un nombre minimum de restaurants, d'employés, j'en sais rien? Je pense que quand on se pose la question d'implémenter en tout cas un logiciel comme Impulse, en général ça vient d'une sorte de point d'inflexion où on passe un cap, c'est-à-dire ça peut être un cap, par exemple, on commence à avoir un volume d'achat suffisamment important, on commence à dépasser un certain nombre de restos, on a besoin de centraliser les données, et c'est en général à ce moment-là que ça intervient, donc ça peut se faire en fait à plusieurs phases. En général, on va avoir des réseaux, par exemple, Tricsucursalis, c'est à partir du moment où ils commencent à avoir 10-15 points de vente, et parfois en fait, des réseaux en franchise arrivent à vivre jusqu'à une centaine de points de vente sans avoir en fait un outil de gestion centralisé.
Mais le fait est que les chaînes ont besoin en fait, de pouvoir centraliser les datas. Déjà pour avoir des référentiels en fait, communs. Quand on parle de data, en tout cas dans le cas d'Impulse, ça va être des fiches techniques qui vont être bien sûr standardisées. On se rend compte que même sur des réseaux, lorsqu'elles n'ont pas été informatisées, les fiches techniques peuvent être un peu différentes sur les différents points de vente. D'avoir une base achat en fait, unique, avec des prix uniques ou différenciés en, fait, en fonction des régions et des franchises, ça c'est la data en fait, qui est clé. C'est ce qui conditionne bien sûr la pérennité et la rentabilité du business à long terme. Donc en général sur un réseau très succursaliste, ça intervient un peu plus tôt. Sur un gros réseau de franchise, on le fait un peu plus tard. Mais ce qu'on voit vraiment aujourd'hui comme une lame de fond, qui est la lame de fond de la digitalisation, c'est qu'on essaie de s'y prendre vraiment de plus en plus tôt, quitte en fait, à bien préparer l'avenir. Et c'est une vraie aide en fait, derrière pour le réseau qui, surtout en fait, au siège, peut optimiser son temps. C'est vrai que quand on a un outil comme Impulse, pour son bureau d'achat, en fait, on gagne énormément de temps dans la mise à jour des prix, la mise à jour des fiches techniques. Ça devient en fait une vraie colonne vertébrale où différents pôles en fait, peuvent interagir. Et après, pour les franchisés, ça pérennise aussi vraiment l'activité parce que ça permet en fait, d'assurer un standard dans la gestion du coût matière et donc d'améliorer la marge des franchisés qui, eux, derrière, vont pouvoir ajouter des franchises et devenir des multifranchisés. Donc c'est très vertueux aussi bien pour le siège et pour le terrain. Et ensuite, le moment où on l'adopte, c'est vraiment quand on ressent un besoin. Comme je l'ai dit, en général, les succursalistes le font un peu plus tôt, les grosses franchises le font un peu plus tard. Ok. Et du coup, j'ai une autre question pour la salle. Est-ce que vous, qui utilise des outils digitaux, donc qui va au-delà d'Excel aujourd'hui? Ok. Et au contraire, la team Excel? Normalement, tout le monde. Hein. Oh mais ok, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en majorité aujourd'hui. Ok, très bien. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Brice, et du coup te poser la question, Arthur, sur comment accompagner les franchisés là-dessus. Chez Otakos, vous avez un réseau qui est plutôt structuré, mais quelles sont les attentes principales des franchisés? Est-ce qu'il y a des sujets, des problématiques sur lesquelles ils se sentent moins solides et ils se tournent vraiment vers le groupe pour de l'aide? Pour chaque franchisé, 1 euro investi égale retour sur investissement. Donc, quand on leur annonce un nouveau projet digital, ils ne vont jamais dire super, je suis partant pour avoir encore 100 euros, 150 euros, 80 euros de plus à payer tous les mois. Donc, il faut vraiment, en amont, qu'on leur ait expliqué qu'il y a une valeur ajoutée au projet. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour faire joli ou artificiel ou dire qu'on digitalise, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il faut que derrière, il y ait un impact soit sur le food cost, sur le coût, sur les bidas de façon générale, quelle que soit la ligne du PNL. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour les embarquer, ils sont moins à l'aise. Nous, on s'est rendu compte par la nature de nos franchisés qui étaient peut-être moins structurés que dans d'autres types de franchises, surtout ce qui était lié au coût denrées, à la gestion d'un PNL quand, en fait, nos franchisés, au début, ils étaient mono-franchises, ils avaient une, et là, ils en ont entre 3 et 4 en moyenne. Donc, ça veut dire qu'ils gèrent des mini grosses entreprises avec 3, 4, 5, jusqu'à 8 points de vente. Donc, à leur niveau, il faut qu'ils aient une structure pour pouvoir s'organiser, et c'est pour ça que ces outils-là sont fondamentaux pour qu'ils puissent challenger chaque manager, qu'ils puissent comparer les performances de leur restaurant sans y aller un peu à l'aveugle ou au doigt mouillé. Donc c'est pour ça que on les accompagne et ce qui fait le succès des outils digitaux, c'est pas le fait que nous on les rende obligatoires, c'est le bouche à oreille. Quand ils voient que le restaurant d'à côté il a mis en place telle solution, que ça fonctionne, là ils vont commencer à y aller. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans tous les prestataires que je vois ici, ce qui fait le succès, c'est pas le nom, c'est vraiment le bouche à oreille et le fait que c'est réussi chez le concurrent, chez le voisin, qui va faire que ça va embarquer les restaurants. Ouais, et je rajouterais que... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je sais qu'il peut y avoir aussi un antagonisme assez naturel finalement entre la tête de réseau et bien souvent les franchises. Donc la tête de réseau, quand j'ai schématisé qu'il y a besoin d'un outil complexe, puissant, qui permet de gérer tous les référentiels, d'avoir de la data, et après, en fait, sur le point de vente, d'avoir de la simplicité. Donc je pense que une des clés de succès, en fait, c'est aussi d'avoir une formation de qualité.
et aussi d'avoir en fait un outil qui soit simple et intuitif et qui permette en fait aux opérateurs sur le terrain de vraiment adopter rapidement la solution. Parce que finalement, quand on parle de d'EBITDA, quand on parle d'un PNL qui est bien géré, ça vient vraiment en fait du terrain directement. C'est une bonne gestion RH, c'est un passage de commande qui se fait de façon fluide, un bon contrôle à réception, un bon inventaire. Donc ça vient de choses qui paraissent très simples en fait de prime abord, mais qui sont en fait réellement compliquées. Donc impliquer les franchisés avec une bonne phase ambassadeur, réaliser une bonne phase de formation et leur permettre de dégager de la valeur sur le terrain, c'est quelque chose de clé. Et parfois mettre ça plus en valeur, ou en tout cas comme première valeur, c'est important, versus peut-être le gain qu'on peut avoir au siège. Toujours privilégier les franchisés et le terrain, parce que c'est de là que vient la performance du réseau. Okay. Et Benjamin? Non, c'est important ce qu'il dit Arthur, en fait, parce que j'imagine le travail que c'est de passer 370 restos quand on change de prestataire. C'est aussi pour ça que moi j'ai mon expérience d'avant aussi, où je gérais un réseau, on est passé de 1 à 30 en moins de 2 ans. C'est hyper compliqué, et c'est pour ça que quand je suis arrivé chez Nominobi, la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je mette tout de suite les outils en place. Comme ça, quand je vais me développer, alors, le but c'est de trouver les bons outils. À date, ça va. Et c'est de se dire, voilà, on se développe avec les outils déjà en place. Nous, ils sont imposés les outils, franchisés, mais en toute transparence. Et c'est effectivement, Arthur il a raison, c'est de leur expliquer le ROI derrière. C'est ça qui est important. Comme il dit, un franchisé qui investit 1 euro, il veut comprendre pourquoi il investit 1 euro. Et c'est vraiment de lui expliquer. Et c'est là-dessus aussi c'est votre rôle qui est très bien fait. C'est aussi la formation qui est importante, leur expliquer ce que ça leur amène en valeur ajoutée, le temps que ça leur libère aussi sur beaucoup de choses, sur des tâches, pour qu'ils puissent se consacrer à autre chose et s'occuper de leurs clients sur le terrain, parce qu'au final, l'opérationnel, c'est la priorité, que de passer des fois 2, 3, 4, 5 heures à faire des plannings. Donc voilà. Okay. Et j'aimerais aussi retourner un peu la question parce qu'on s'est beaucoup focus sur vous, ce que les franchisés finalement attendent des enseignes. Vous, à l'inverse, alors là, ma question s'adresse à tous les deux. Quelles sont vos attentes envers les franchisés? On parlait d'adoption d'outils, on parlait de données. Quels sont vos prios là-dessus? Alors, moi, ce que j'attends surtout d'un franchisé, c'est qu'il respecte l'image de la marque. Ça, c'est prioritaire pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on signe un contrat de franchise, c'est un mariage. Et il y a des procédures, il y a un savoir-faire qui est transmis. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi flexibles quand on a un jeune réseau comme le nôtre, mais qu'on rend de moins en moins flexible plus on grandit, parce qu'on n'a plus non plus l'opportunité de laisser autant de flexibilité aux franchisés. Et par exemple? Nous, aujourd'hui, à date, donc, le concept, il y a des choses que l'on impose, tout ce qui est mobilier, charte, etc. Mais comparativement à d'autres réseaux, on va être plus flexible sur d'autres fournisseurs comme la cuisine. Par exemple, nous, à date, on n'a pas volonté à imposer le matériel. On a des fiches techniques, on a des caractéristiques techniques. Mais je sais que nous, à date, sur Nominobi, sur les 6 qu'on a fait l'année dernière, j'ai 5 fournisseurs de cuisine différents. Parce qu'on est encore une jeune enseigne. On essaye aussi, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir aussi de limiter le capex du franchisé au maximum. Alors, sans faire n'importe quoi, parce que le contexte bancaire à date, il est extrêmement compliqué. C'est pas celui d'il y a 5 ans, quand on était dans une expansion de franchise à 10-15 ouvertures par jour sur le cumul d'enseignes. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est que le franchisé ouvre son restaurant dans un budget à respecter. Donc on l'aide aussi sur cette partie négociation, mais on lui laisse cette liberté de choisir aussi ses prestataires en local. Moi, je compléterais, Benjamin, là-dessus. En l'espace de 4 ans, l'univers a complètement changé. Je vois chez Otakos, maintenant on a des restaurants qui sont 100% digitaux. Il n'y a plus personne en caisse. On a des solutions digitales, des click and collect, des bornes, choses qu'on n'avait absolument pas avant. Donc oui, Benjamin, c'est le savoir-faire, c'est fondamental, mais accompagner l'évolution du savoir-faire, parce que les chartes graphiques, l'innovation produit, digitale, ça évolue tout le temps. Si vous ne changez rien, vous êtes sûr d'être coulé dans 2-3 ans par rapport à la concurrence. Donc c'est surtout faire comprendre aux franchisés que s'il ne suit pas l'évolution du savoir-faire, c'est une balle décisive pour la concurrence ou pour son voisin qui est en face. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat à avoir. L'évolution du savoir-faire doit être maîtrisée et comprise par tous. C'est comme ça qu'on fait de la croissance et qu'on évolue, parce que dans ce métier-là, il n'y a pas de place à faire du surplace. Il faut en permanence se remettre en question, innover et savoir faire évoluer son savoir-faire.
Et savoir-faire, je remarque, du coup, tu inclus là-dedans tout ce qui est gestion du digital, les outils à mettre en place. C'est fondamentaux. Nous, entre le delivery, Uber, Deliveroo, le click and collect, le kiosque, on est sur des parts de marché qui sont très très significatives, largement au-dessus de 50%. Donc ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas correctement comment fonctionne, vous n'avez pas une baie de brassage qui est correcte dans votre restaurant, vous n'avez pas les bonnes solutions pour intégrer les ventes des plateformes de delivery, si vos kiosques sont mal connectés, votre terminal de paiement fonctionne pas correctement parce que vous avez choisi votre propre prestataire qui n'est pas référencé, tout ça mis bout à bout, ça va faire que votre restaurant ne va pas fonctionner correctement ou à pleine puissance de ce qu'il pourrait dégager. Donc nous, quand on référence, c'est qu'on est sûr de nous et sûr de l'impact que ça peut avoir au niveau des sales. Et c'est important de suivre ce savoir-faire-là, et ça fait partie du savoir-faire comme les opérations. Maintenant, le digital, c'est rentré partout, aussi bien en front, avec les click and collect, les kiosques, qu'en back-office, des solutions comme la vôtre, comme celle de Brice, qui permettent de structurer un réseau et, in fine, de faire de la croissance. Sans ça, on ne peut pas développer le modèle et faire de la croissance. Et Benjamin, tu disais que dans votre groupe WhatsApp avec les franchisés, c'est un truc qui m'est resté là. Dans le groupe WhatsApp, le soir, vous vous envoyez les screenshots combo. Alors, là, je parle succursale, mes managers en succursale. Je ne demande pas à mes franchisés de m'envoyer leur prod tous les jours. Par contre, l'animateur réseau, il a un devoir de business review régulier avec les franchisés. Alors, à date, j'en ai que 2 qui n'utilisent pas Combo, des historiques, toujours les plus compliqués à convertir, on va dire. Mais il y a un échange en fait entre l'animateur réseau de franchise et le franchisé. En fait, on n'est pas là pour contrôler ce qu'ils font. Pas du tout. C'est un rôle de conseil. Mon animateur réseau, quand il va chez le franchisé, voilà, c'est vraiment un débrief avec le manager ou avec le franchisé. Ça montre-moi un peu, on ne va pas jusqu'à demander son PNL. Après, s'il veut nous le donner et qu'on regarde ensemble, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vraiment d'analyser si ses achats sont bien tenus, si sa prod elle est bien tenue. Parce que si le franchisé demain nous reproche en me disant hey, « mon garçon, ton modèle économique ne tient pas la route », il faut quand même que je puisse avoir des billes pour lui expliquer pourquoi il ne tient pas la route. C'est peut-être de sa faute. Alors, généralement, c'est parce qu'il y a aussi une méconnaissance aussi de ce côté-là. Et c'est à nous de l'accompagner sur beaucoup de points. Souvent, il y en a qui confondent beaucoup de lignes. Donc voilà, donc notre métier, c'est aussi les accompagner. Mais on a aussi un groupe WhatsApp avec chaque franchisé dans lequel il y a moi, du coup, l'animateur réseau et le responsable IT. En fait, ça nous permet d'avoir une réactivité assez forte sur les problématiques, que ce soit du logiciel, de mise à jour de prix, d'achat, qui des fois ne remontent mal. Ok, parce que du coup, nous, avec nos clients Combo, au-delà de leur permettre de gagner du temps sur la création de leur planning, leur gestion RH, il y a beaucoup cette notion aussi de suivi et de pilotage de la masse salariale, qui est clé surtout dans un contexte d'inflation, de pénurie de personnel. Et du coup, nous, c'est vraiment taux de productivité horaire, ratio de masse salariale. Tu en parlais déjà, Benjamin. Brice, je te regarde, tu es le garant un peu data de ce panel au vu de ce que fait Impulse. Quels sont, dans ce que tu vois, toi, les ratios clés que suivent vos clients grâce à Impulse ? Donc, dans les ratios clés, ça va être le coût matière tout simplement, notamment donc, le coût matière qu'on va pouvoir avoir en temps réel. On va également pouvoir en fait, suivre les écarts de conso, et ce sur chacun des produits. Donc en fait, on va avoir un contrôle de gestion automatisé sur le coût matière. Ça fait gagner en fait, énormément de temps. Et j'ai envie de dire, ça crée aussi un espace de discussion en fait, entre le terrain, entre le franchisé et en fait, son responsable régional, par exemple. Et pour faire suite en fait, à ce que disait Arthur, en fait, la capacité aussi d'adaptation, je pense que le digital permet d'avoir cette capacité d'adaptation parce qu'il faut voir en fait, un réseau de franchises un petit peu comme une multitude en fait, de connaissances qui peuvent être éparpillées. Le fait aussi d'avoir un outil qui centralise certains grands thèmes comme par exemple la partie RH ou la partie en fait, coût matière permet en quelque sorte de cristalliser l'intelligence collective dans un même outil et de pouvoir faire bénéficier en fait, l'ensemble du réseau. Et ensuite, le fait de pouvoir tenir cette intelligence collective au sein d'un même outil, ça permet après très facilement de pouvoir changer les process, mettre en place un nouveau process d'inventaire, mettre en place un nouveau process de commande et changer les choses. Donc la digitalisation permet de capter cette connaissance, de la rendre disponible à tout le monde. C'est comme ça qu'on homogénise un process et ça rend en fait derrière aussi beaucoup plus facile la transformation d'un réseau quand il va falloir le faire.
C'est le cas par exemple pour la gestion stock, mais c'est le cas aussi pour le RH et c'est le cas aussi pour les bandes de commandes. On peut comme ça en un clic peut-être changer un chemin utilisateur sur la borne et communiquer très facilement avec son franchisé. Donc la digitalisation permet ça aussi et donc c'est un formidable outil pour les transformations présentes mais aussi à venir. Parce qu'on va bientôt passer aux questions du public s'il y en a, mais du coup ce que je retiens beaucoup c'est il y a quand même cette synchro finalement entre la réactivité, ce que tu dis Brice, justement capter toute cette data, la maîtriser pour pouvoir piloter et prendre les bonnes décisions, parce que sans data, finalement, on pilote à l'aveugle. Et de ce que vous disiez, Benjamin et Arthur aussi, il y a ce côté anticiper au maximum. Parce que quand la croissance va arriver, je pense que c'était quand on préparait cette conférence, Arthur, toi tu parlais de crise de la croissance qui intervient, d'ailleurs tu peux peut-être en dire un peu plus, qui intervient à un certain stade de développement et où pour éviter que ce soit que ce soit douloureux finalement, d'anticiper, de mettre en place les bons produits. Les bonnes solutions. Exactement, parce que c'est vrai que quand un réseau se développe, on privilégie d'abord tout ce qui est lié au marketing, aux opérations, mais tous ces outils-là qui sont un peu back-office, on n'y pense pas spontanément. Et nous, je sais que quand on a été racheté par un fonds, un family office, ça a tout de suite été, dans les premières analyses qui ont été faites, des besoins qui ont été identifiés. Et on avait vraiment besoin de reprendre la main sur notre réseau parce que nos franchisés, ils avaient éventuellement les bilans de fin d'année qu'on pouvait étudier. Au mieux, ils faisaient un inventaire mensuel par mois sur lesquels on pouvait travailler, mais ce n'était pas fait du tout de façon optimisée. Donc ça veut dire qu'on était incapable, autrement que de façon théorique, de suivre leur évolution de KPIs type coût denrée ou autre. Et on a vraiment ce besoin-là parce que s'ils ne sont pas rentables, nous, in fine, on n'est pas rentable parce qu'ils peuvent fermer demain. Et nous, on a un business model qui marche sur les royalties et donc sur le chiffre d'affaires de nos franchisés. Donc s'ils ne vont pas bien, on ne va pas bien. Donc la crise, on l'a eu, on devait être entre 100 et 150 restaurants, ce qui était déjà un nombre conséquent. Et on ne s'était pas doté d'outils pour nous épauler autre que du fichier Excel un peu amélioré. Et même au niveau du siège, et c'est là où je veux rebondir, c'est que maintenant, vous prenez des fonctions marketing, les fonctions opération ou IT, ça a complètement évolué en l'espace de 4-5 ans. Maintenant, des gens qui sont en marketing, on ne leur demande pas de faire une PLV en restaurant, on leur demande d'analyser de la data, d'être capable de prendre des décisions sur des opérations qui ont été passées, si ça a été un succès ou pas. Donc, c'est des profils qui n'ont plus rien à voir et le besoin d'outils est juste fondamental. On ne peut plus se baser sur la façon dont on travaillait il y a encore quelques années. Et c'est vraiment une chance d'avoir ces outils-là, à condition qu'ils soient maîtrisés parfaitement. Et là, ça demande un effort au niveau siège, parce que c'est souvent un peu complexe au démarrage d'acquérir un peu la connaissance, la façon d'extraire les données, de les analyser par rapport à ce que je disais. Donc, c'est vraiment clé. Avoir la data, c'est bien, mais savoir ce qu'on en fait, c'est autre chose. Et il faut avoir les personnes qui savent les interpréter aussi et accompagner les franchisés, donc les animateurs de réseau, comme disait Benjamin, ils ont un rôle pivot là-dedans pour accompagner les franchisés dans cette phase où il va se développer et il va avoir besoin de ces outils-là. Okay. Et peut-être du coup la question pour finir avant de passer aux questions. Tu parlais, il y a eu la crise de la croissance entre 100 et 150 restaurants. Peut-être si on prend du recul sur la conférence, on est là pour parler comment accélérer, préparer, bien gérer la croissance à venir. Quelle serait pour toi l'erreur fondamentale à éviter si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont là avec nous aujourd'hui? Il faut parfaitement maîtriser son business plan avant de se lancer, c'est-à-dire avoir une idée précise de toutes ses fiches recettes, d'avoir une idée précise de son PNL, de là où on veut aller, d'avoir les bons outils au démarrage pour faire gagner du temps et qu'on se donne le temps d'être formé et de comprendre pourquoi on fait ça. Et pas se lancer tête baissée parce qu'on a vu que il y avait tel et tel prestataire qui faisait ça. C'est maîtriser les outils, ça fait gagner énormément de temps. Et savoir aussi que grâce à ces outils-là, on va pouvoir corriger le tir si on voit qu'on dévie par rapport aux objectifs qui sont initiaux. Mais ça demande de s'approprier les outils. Voilà.
et d'être accompagné. Et c'est votre rôle aussi, en tant que prestataire, d'accompagner le client, le franchisé, le restaurateur, et pas le laisser dans la nature une fois qu'il a signé son contrat. Et le support, c'est à mon avis l'enjeu principal dans tout l'univers food tech, aussi bien pour le siège que pour le franchisé, avoir la bonne granularité pour l'aider et l'accompagner. Oui, finalement, les faire grandir et on grandit tous ensemble. Et Benjamin, même question pour toi. D'un point de vue franchiseur, sortant du salon de la franchise, j'ai envie de dire bien sélectionner ses candidats, les emplacements, ne pas prendre, comme on dit, le tout venant. On est toujours un peu excité quand on reçoit 30-40 candidatures, on se dit ça y est, c'est parti, mais il y a beaucoup de travail d'analyse derrière, et pour le franchiseur, c'est important de ne pas se tromper aussi sur les candidats à choisir. Pour le franchisé, je dirais, on est souvent aveuglé en fait par... je pose toujours la question, des fois c'est combien tu fais en CA? Voilà, ça c'est la question qu'on me pose en premier. Nous on a 13 restos, ça va de 580 hors taxe à 1,8 million. Voilà. Donc mon CA, ça dépend, mais surtout, vous franchisez, d'analyser la rentabilité en fait, du business model de l'enseigne. Parce qu'on peut être plus rentable à 580 000 que des fois 1,2 million. Donc en fait, c'est surtout ne pas se laisser biaiser par des chiffres, savoir comment travaille l'enseigne, comment elle est outillée, comment elle vous accompagne, comment elle vous aide, et surtout analyser le business model. Voilà. Et Brice, je vais te poser la même question. Si tu avais un conseil à donner, ou peut-être une question que tu aimerais que tes clients ou tes prospects te posent quand tu les rencontres. Moi, non, au-delà du prix, mais nous on ne parle pas de prix, on parle de ROI. Hein, c'est comme ça qu'on voit Impulse. Non, je pense qu'un des sujets clés, en tout cas pour les acteurs de la restauration, c'est qu'en général, ils ont la digitalisation est un sujet assez récent. Donc leur capacité, en tout cas, à gérer des projets IT, à implémenter des logiciels, je pèse mes mots, peut parfois être assez limitée. Et donc on remarque que parfois leurs ambitions sont un peu excessives. Et ce que je leur dirais, en fait, c'est déjà de leur côté de bien dimensionner, d'accord, la charge de chaque projet, et surtout de questionner, d'accord, leur prestataire sur la charge nécessaire en interne qu'il va falloir allouer pour implémenter le logiciel, que ce soit dans la phase de configuration, la phase après de rollout, donc de déploiement du logiciel, et après la phase de suivi. C'est un sujet extrêmement important parce que ça conditionne en fait le succès du déploiement, et parfois ça tient juste à ça, le fait d'avoir pas assez de ressources au siège, tout simplement. Donc oui, la question de la charge et de la gestion de projet pour tout franchisé ou franchiseur qui veut se doter d'une solution telle que Impulse, Combo ou autre, c'est une bonne question en tout cas à poser à son futur prestat. Je te rejoins à 1000% sur le sujet. Nous, chez Combo, et quel que soit votre niveau de développement finalement, très souvent, nos clients viennent nous voir pour nous dire « Ah, vous nous avez fait gagner énormément de temps. Et maintenant, on maîtrise notre ratio de masse salariale. » Et finalement, quand je leur demande, c'est mon rôle au marketing, de leur demander « Ok, mais c'était comment l'avant? Vous passez combien de temps dessus? Vous avez vraiment gagné quoi avec Combo ?» Souvent, on nous dit « Ah ben, je sais pas, je le traquais pas, je le comptais pas. » Et je pense que pour en revenir à ton point, Arthur, de bien challenger, de bien définir son besoin, tout passe déjà par comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui nous ralentit, pour ensuite pouvoir faire les bons choix et activer les bonnes solutions et vraiment, pour le coup, traquer le ROI qui en découle. On a beaucoup parlé. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'on peut peut-être faire passer un micro. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez nous poser? Alors, oui. Je vais peut-être venir, sinon je vais vous filer mon micro. Merci beaucoup. J'aurais une question peut-être plus pour Benjamin ou Arthur. En tant que franchiseur, quel est aujourd'hui le plus gros challenge ou défi ou peut-être défaut du modèle franchise que vous voyez? Vous avez compris la question? Le plus gros défaut? Ah, défi. D'accord, je suis pris de défaut. Le plus gros défi, je parle vraiment pour nous, parce qu'on n'est pas encore au niveau de Otakos, peut-être un jour. C'est vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, de bien sélectionner les candidats. Ça, c'est le plus grand défi, de ne pas aller trop vite, de se développer de la manière
la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas capable, à date, d'ouvrir 10 restaurants par mois. Donc c'est de définir le plan de charge, de savoir quand est-ce que j'ai besoin d'un animateur réseau en plus, quand est-ce que j'ai besoin peut-être d'un dire marketing en plus ou quelque chose de structurer les pôles au fur et à mesure de la croissance d'entreprise. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, Nobinobi, à l'époque, il y a 1 an en arrière, on n'était que 6 restaurants. Il y avait une volonté de se développer, mais qui n'était pas vraiment actée en soi. Ça balbutiait un peu. Pour une enseigne qui avait presque 9 ans, et avec le potentiel, pour ceux qui connaissent, de Nobinobi, qui est vraiment un concept qui est quand même hyper original. Quand je suis arrivé, j'avais 67 demandes de franchisés non traitées, par exemple, sur les 12 derniers mois. Parce que le fondateur n'avait pas cette volonté de se développer. Et le plus grand défi pour nous, ça a été vraiment de se structurer en amont pour préparer justement nos premiers franchisés. À part les 2 qu'on avait déjà. Mais si je vous les donne au téléphone, ils vous raconteront un peu comment ils ont accompagné au départ. Ça peut être assez marrant. Alors, pas catastrophique, mais assez compliqué, on va dire. C'était vraiment de chercher les meilleurs outils pour structurer le réseau, de mettre en place, on travaille aussi avec des logiciels avec un extranet, avec un rétro-planning de travaux. Donc en fait, nous, c'est vraiment le plus grand défi de notre côté, c'était vraiment de mettre l'accompagnement nécessaire pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, les ouvertures, on y va à 5 voire 6, ce qui est énorme. Hein. Je ne sais pas combien vous êtes chez Otaco sur une ouverture, mais bon, c'est tellement rodé que vous devez être 2, 3 maximum. 2. Aujourd'hui, on est un jeune réseau et on ne veut pas que nos premiers franchisés se plantent. Donc on met vraiment des moyens limites au-delà de ce qu'on devrait mettre presque à l'avenir pour justement ces ouvertures se passent bien. Mais notre plus grand défi, nous, c'est vraiment d'avoir un accompagnement aujourd'hui, on va dire plus que personnalisé. On passe beaucoup de temps parce qu'on ne veut pas se tromper, justement. Je ne dis pas que quand on sera à 20, 30, peut-être 40 un jour, on sera déjà peut-être plus rodé, mais aujourd'hui, on met beaucoup d'énergie dans ce développement et dans l'accompagnement vraiment du franchisé. Moi, je dirais que pour nous, c'est se réinventer, c'est-à-dire qu'il faut en permanence innover, c'est ce que je disais tout à l'heure, la charte graphique, les produits, l'expérience en restaurant et faire aussi accompagner le réseau, c'est-à-dire que 370 restaurants, ils ne vont pas tous à la même vitesse et on a une image de marque, des standards de marque à appliquer à tout le monde. Donc c'est faire convertir l'intégralité des franchisés là-dessus. Et je terminerai sur la sécurité alimentaire. Hein. Vous savez tous qu'il suffit une seule fois d'un seul scandale pour tuer une chaîne de restauration ou alors la blesser très grièvement. Donc on est extrêmement attentif au niveau de la sécurité alimentaire aussi et on ne laisse rien passer. Et ça, c'est un énorme challenge, mais pour toutes les structures de restauration. Hein. Mais ça peut tuer une enseigne. Donc on est très très attentif, on ne laisse rien passer. Oui, et sur cette thématique, on a d'ailleurs nos copains Octopus HACCP, pour ceux qui les connaissent. On a une conférence avec eux, un webinaire la semaine prochaine sur justement méthode HACCP, inspection hygiène, les affichages obligatoires RH. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la conférence aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ok, super. Je pense que vous avez été hyper convaincants. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Merci à tous. Merci pour votre présence. Pour info, du coup, on est au stand E14, juste à l'entrée. Impulse, vous êtes pas loin, vous êtes stand E28. Stand E28 aussi. Si vous sortez et que vous voulez justement en savoir plus sur les thématiques dont on a discuté, on a des guides sur notre stand, on a des choses qu'on peut vous partager, on peut vous montrer aussi comment marchent les solutions, donc n'hésitez pas à passer sur notre stand. Et je pense qu'il y a aussi une partie de nos équipes dehors avec quelques guides qui peuvent vous partager aussi. Donc voilà, j'espère vous y croiser sur le prochain jour. Bon salon à tous, merci.